Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinar où j'accueille Thomas, qui est CPO chez United Credit. Bienvenue à tous sur cette saison 2 de nos webinars. Bienvenue Thomas. Merci. Comment est-ce que tu vas? Très bien. Et toi? Ça va très bien. Bientôt en week-end, donc ça fait du bien. Avant de commencer, comme vous le voyez, on n'a pas de masque parce que justement, on garde cette distance de sécurité pour tout ce qui va être Covid. Et donc, on est très heureux vraiment de vous accueillir pour cette nouvelle saison des webinars. Thomas, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler de l'expérience qu'on a eue sur l'internationalisation de notre boîte, donc, qui s'appelait Près d'Union, qu'on a dû renommer United, et que du coup, on a lancé dans plusieurs pays européens. N'hésitez pas à poser des questions dans le live Twitch. Vous avez normalement à droite de votre écran un petit chat et on se fera une joie, Thomas se fera une joie de répondre à toutes les questions pendant toute la présentation. Si tu veux commencer Thomas, let's go. Ok, c'est parti. Donc, comme je te le disais, en fait, on va évoquer l'internationalisation de Près d'Union. Et donc, je me permets de vous présenter un petit peu en amont les différentes phases de ce talk. L'idée, en fait, c'est de parler donc assez rapidement. Il manque le point 1 de la boîte pour présenter quelques chiffres clés et vous donner une idée de ce qu'on fait. Ensuite, en fait, on va repasser sur l'histoire de la boîte et donc l'idée que ça s'appelait Près d'Union avant et qu'on a dû l'appeler United pour ces raisons d'internationalisation. Évidemment, on va passer en vue en fait l'internationalisation d'une boîte dans le crédit conso en Europe. Et vous verrez que c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser, voire c'est même très compliqué. Et donc ces enjeux, en fait, on a essayé de leur apporter des réponses avec des challenges très, très précis. Ce challenge, ça a toujours été un peu un challenge qui a irrigué toute la culture de la boîte. C'est l'idée d'être rapide et d'essayer de lancer des choses très rapidement. C'est d'ailleurs une des choses qu'on apprend à faire dans le produit pour essayer de tester des produits très rapidement. On va voir si ça, c'était une bonne idée. Je spoil un peu, mais oui, alors c'était une bonne idée, mais il y a eu des choses qui n'étaient pas terribles. On va voir lesquelles et on va voir quelle organisation on a mis en place maintenant pour pouvoir répondre à ces challenges. Et évidemment, on le sait, on apprend en marchant. Ça fait que 4 ans qu'on a lancé notre premier pays. On a encore plein de challenges à venir et c'est cette idée-là avec laquelle je finirai cette prise de parole. Donc on va commencer en fait par, tiens, le 1 est apparu, par les quelques mots sur United. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien la boîte, nous la mission qu'on s'est programmé de servir, c'est de permettre à tout un chacun de réaliser ses projets, et ça de façon sécurisée et simple. Et donc on a abordé cette mission par l'angle du crédit à la consommation au départ, mais on a beaucoup d'autres idées et je reviendrai là-dessus. Et pour ce faire, on utilise la technologie. Donc on va être rangé, donc catalogué dans les boîtes qui sont des fintech. Les fintech étant, de mon point de vue, des boîtes qui utilisent le digital et donc la technologie et plus précisément la data pour améliorer le service bancaire. Je reviendrai là-dessus, mais on sait que les banques ont un peu perdu de vue le client du fait d'une pression commerciale très intense. Et nous, en fait, on essaie de retrouver cette essence-là en l'industrialisant grâce à la donnée. Donc on a plusieurs produits, je reviendrai là-dessus. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est qu'on a une licence. Donc en fait, il faut bien comprendre que pour lancer des services financiers en France et a fortiori en Europe, il faut passer par les fourches codines des banques centrales qui contrôlent un peu le marché. Ça donne un marché oligopolistique, on va dire, mais qui est... alors, le défaut de l'oligopole, c'est que parfois, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Pas de concurrence égale pas d'innovation. Mais le point positif d'un marché qui est régulé, c'est qu'a priori, il est extrêmement bien contrôlé. On évite des dérives. On l'a vu lors des crises financières successives, notamment celle de 2008. Donc nous, on a obtenu cette licence. Et ça, c'était un sacré exploit parce que ça faisait 20 ans qu'aucune boîte n'avait obtenu la licence en France pour lancer un établissement de crédit. Et donc, on a cette licence au même titre que BNP, Crédit Agricole et toutes les grandes banques. Et justement, vous savez pourquoi ça a fait 20 ans qu'il n'y a eu aucune autre boîte qui a pu avoir cette licence? Alors, parce que d'une part, il n'y a pas grand monde qui a essayé de l'avoir. Parce que, quand on a commencé à monter ça, moi je me souvenais de mes potes qui me disaient mais qu'est-ce que tu vas faire à monter un établissement de crédit, une banque, t'es fou, il n'y a pas de place sur le marché, il est contrôlé quoi. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ok, c'est pas pour moi ce truc.
D'autre part, c'est quand même quelque chose d'hyper long. Il y a énormément de contraintes. On a mis 2 ans à l'obtenir, cette licence. Donc pendant 2 ans, on bossait à 4 dans 25 mètres carrés sans aucune activité, ce qui est très dur, hein, surtout pour quelqu'un qui aime le digital, le produit, on va dire. Tu te nourris un petit peu de ce que te disent les clients. Donc aucun client pendant 2 ans. Et on a eu de grosses difficultés à l'obtenir. Donc je ne reviendrai pas en détail là-dessus parce que ce n'est pas l'objet du talk, mais voilà pourquoi je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont obtenu. Et on va dire on a défriché un petit peu ce secteur et aujourd'hui de plus en plus de fintech se montent. Et il y a de plus en plus d'alternatives finalement dans les services bancaires qui utilisent la tech et c'est pour le bien, je pense, des consommateurs in fine. Donc ce qu'on propose, je vais être assez rapide là-dessus, hein, mais dans le secteur du crédit, ça a été notre motto depuis le début, c'était de proposer quelque chose de simple. Donc si on est arrivé là, et si je suis moi-même arrivé dans cette idée-là, c'est aussi parce que j'ai fait pas mal de crédits dans ma vie. Et je me suis rendu compte que c'était pénible, notamment de faire une demande à sa banque qui est souvent fermée, ils ne répondent pas, ils mettent une semaine. Et on est dans une commodité en fait, on a besoin de l'argent pour accéder à quelque chose. Donc ce qu'on a envie d'avoir comme expérience, c'est un truc hyper fluide, hyper rapide. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une aversion énorme à l'administratif. Heureusement, du coup, j'ai des associés qui ne l'ont pas. Quand vous me demandez d'aller poster un truc et donc de me rendre en bureau de poste, généralement, je vais mettre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça va être très long parce que ça me fait chier en fait. Et donc, la signature électronique dans le monde du crédit, c'est quelque chose que personne ne faisait avant qu'on le fasse. Et on l'a fait pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça. On se dit, OK, quels sont les points de souffrance et qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre hyper simple, ce parcours? Du coup, tu étais un des personas finalement Oui, de tout à fait, l'application. ouais, ça aide un peu. On est porté par l'innovation et donc c'est vrai que cette innovation, elle est portée par une seule idée au départ, c'est de rendre ce parcours hyper simple. Je vais vous donner un exemple. On fait de la connexion avec la banque, je reviendrai sur ce sujet. Donc tu me files ton identifiant et ton mot de passe et je vais aspirer toutes tes données bancaires. Là où l'ensemble des établissements vont te demander de renvoyer un PDF avec donc tes relevés de compte. Donc déjà, d'une part, point de vue client, bon, il faut que tu récupères ton PDF, que tu l'envoies, etc. Là, tu me files juste ton login et ton mot de passe et c'est parti. On a des problématiques de sécurité aussi, mais bon. Et point de vue analyse, on récupère des données digitales, donc on peut les analyser en temps réel. Là où en fait, un PDF, il n'y a pas encore une seule boîte qui a réussi sur des relevés de compte à faire de l'OCR sur les lignes pour pouvoir l'analyser en temps réel. Donc ça veut dire que tu mets un homme derrière chaque analyse, là où nous, pour certaines analyses, c'est programmé, quoi. Donc voilà, donc l'innovation, c'est vraiment un des motos. Et donc ça résulte en beaucoup de rapidité. Mais on a aussi de l'autre côté une grosse envie de transparence. Donc je le disais, moi j'ai déjà fait des crédits, je me suis déjà fait avoir en fait par certains types de crédits. Donc il y a des crédits assez nocifs, on parle du revolving. Peu de monde peut-être le connaissent, mais en gros c'est une réserve de crédit, c'est une réserve d'argent avec un taux variable. Donc en fait tu le souscris, tu es hyper content. C'est hyper facile de souscrire ce genre de produit, mais ton taux il peut passer de 10 à 20 en 6 mois. Et ça, tu ne le sais pas forcément. Et donc, il n'y a pas de frais cachés aussi. Donc, voilà, on a deux choses. On a la technologie pour essayer d'améliorer l'expérience client, et on sait qu'elle était améliorable. Et on a cette volonté d'être transparent, clair, simple, pour que la personne puisse comprendre ce qu'on fait. Quelques chiffres rapidement. Donc, l'année dernière, on a observé 80% de croissance, ce qui est quand même assez fabuleux quand on sait qu'on a 10 ans. Il y a peu de boîtes qui peuvent se targuer d'avoir ce genre de rythme 10 ans après le lancement. On a une plateforme tech unique, donc ça c'est hyper important et je reviendrai dessus. Ça nous permet d'être très agile techniquement. On est 450 à bosser dans plusieurs pays. On a 350 000 clients et surtout un taux de satisfaction qui est excellent. Ça c'est vraiment un truc dont on est fier. Et donc nos produits, donc on a 3 types de produits. On a United Investment, où en fait ce qu'on fait, parce que l'origine du métier, hein, c'est d'aller chercher de l'argent chez des particuliers, je reviendrai là-dessus, et de leur permettre de financer la dette d'emprunteurs particuliers. Donc en fait, on distribue un nouveau produit d'épargne quelque part, qu'on a confectionné nous-mêmes, avec des fonds d'investissement et des comptes à terme. De l'autre côté, on a le pendant de ce produit d'épargne, c'est le prêt personnel et le rachat de crédit. Donc moi, je vais distribuer une offre de prêt qui est non affectée et je vais faire des rachats de crédit. Et j'ai mis juste en dessous Credit as a Service et Credit as a Payment parce que depuis 3 ans, on distribue nos technologies en B2B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant qu'entreprise, donc on travaille avec Free par exemple, qui veut vendre des box de Vialet. Ces box-là, elles coûtent 500 balles.
Et donc, en fait, ils ont cherché des solutions de crédit pour pouvoir permettre à des gens d'acheter ça en X fois. Et jusqu'à présent, ils pouvaient faire appel qu'à des Sofinco ou des CTLM. Et ces boîtes sont très rigides, en fait. Là où nous, on est beaucoup plus agile et on prête la technologie. Et donc, la politique commerciale, ils peuvent l'avoir à leurs mains. Contrairement à CTLM ou Sofinco, où, en fait, les mecs te disent non, mais c'est nous qui décidons du risque et donc tu ne peux pas faire varier ton taux. Et dernier truc donc, qu'on va sortir là d'ici fin d'année. Donc c'est pour ça que voilà, je parlais de prendre l'idée de permettre aux gens de réaliser leur projet sous l'angle du crédit à la consommation au départ. Et maintenant, en fait, on va rajouter une corde à notre arc qui va être un produit, on va l'appeler United Coach, en fait, sans doute. C'est un outil de management de ton argent. Et l'idée, c'est justement de permettre à des gens de mieux comprendre ce qu'ils font avec leur argent et de trouver des parades pour économiser là où tout seul, il n'y arriverait pas. C'est pas l'objet de la présentation, donc je passe rapidement là-dessus. Mais donc, on a un panel de produits assez large maintenant. Et donc voilà, et donc on fait ça, puisque c'est l'objet du talk, hein, on fait ça aujourd'hui dans 5 pays européens, donc en France, au Portugal, en Espagne, en Italie et en Allemagne. On a la licence, en fait l'intérêt d'avoir la licence française, il y a un adage qui dit souvent qui peut le plus, peut le moins. Alors je prononce les S parce que je viens du sud-ouest, mais cet adage-là, il est vrai encore plus dans le territoire bancaire, parce qu'en fait la licence de la France, c'est la plus difficile à obtenir. Donc une fois que tu as la France, tu peux très rapidement, en 3 mois, avoir l'Allemagne, l'Italie, la Pologne. On a regardé la Roumanie, par exemple. Donc on peut très facilement se déployer à l'international, en tout cas en Europe. Justement, la licence française a vraiment un impact en fait finalement quand tu essaies d'avoir des licences à l'étranger ou Tout à fait, tout ok. à fait, tout à fait, ouais, carrément. Le fait d'être passé par je parlais des fourches codines, mais les fourches codines de la Banque centrale Mhm. française te permet d'évacuer pas mal de questions quand tu t'adresses à l'Espagne ou à l'Allemagne, par exemple. Ok. C'est beaucoup plus rapide. Hein. Ok. Je le disais, pour avoir la France, on a eu 2 ans. Pour avoir l'Espagne, on a mis 4 mois, un truc comme ça. 4 mois. Ouais. Ouais, c'est très rapide. Donc on va venir donc au sujet de cette discussion, enfin de ce monologue. L'idée, c'est de commencer par le commencement, donc près d'Union. Donc on a commencé, alors, on a commencé la boîte, on s'appelait Près d'Union parce qu'elle est née d'un copycat de modèles anglo-saxons qui étaient des plateformes de peer-to-peer lending. Donc l'idée de base, c'est de se dire que l'intermédiaire bancaire, quelque part, rend le coût du crédit beaucoup plus cher que s'il n'était pas là. Et donc l'idée, c'est de fluidifier en fait les échanges d'argent entre les acteurs économiques dans un pays, par exemple. Donc disons que Marcel, il a de l'argent. Moi, j'ai besoin d'argent pour m'acheter une voiture, par exemple. Ces modèles anglo-saxons permettaient à Thomas d'aller déposer une annonce, un peu comme dans eBay, hein, où tu disais, voilà, je veux acheter une automobile, voilà mon profil. Et Marcel arrivait avec son pognon un soir et il se disait, tiens, moi j'ai envie d'investir sur un projet de crédit conso. Hein. Ce n'est pas des projets entrepreneuriaux, ce n'est pas du Kickstarter, ce n'est pas des choses comme ça. Hein. Et Marcel va me poser des questions. Et après, Marcel va dire, tiens, je mets mes billes sur Thomas. Donc ça, c'était le modèle de départ. Nous, on l'a twisté pour le rendre beaucoup plus sécure. C'est-à-dire Marcel ne choisit pas de mettre sur Thomas, mais Marcel nous prête son argent à Prêt d'Union à l'époque, et Prêt d'Union fait la sélection des emprunteurs, ce qui fait que Marcel, si jamais Thomas il fait défaut de paiement, parce que ça peut lui arriver, il perd pas tout son argent. En fait, ça s'appelle la dilution du risque. Donc c'est un modèle qu'on a lancé, donc sur ce modèle initial de peer-to-peer lending, et la plateforme s'appelait Prêt d'Union. On aimait bien le nom, il avait une belle consonante, il était assez fin. C'était vraiment une union entre deux communautés. Et donc, le combat qu'on poursuit depuis le début, je dois l'avouer, moi, je ne suis pas du tout du secteur bancaire. Quand j'étais en école, je fais école de commerce, il y avait une des voies royales, c'était de faire de l'audit et la finance, ça me disait absolument pas, j'y comprenais rien, ça m'intéressait pas. Et en fait, justement, du coup, je me suis rendu compte avec un peu plus de bouteilles que ce à quoi je ne comprenais rien, ça m'intéressait d'y aller parce qu'en fait, je voulais faire en sorte que les autres comprennent. Et je trouve que c'est des marchés qui sont très obscurs, très abscons en fait. Ils font exprès d'avoir une rhétorique et une sémantique hyper spécifique, hyper technique, parce que plus je suis technique, moins tu comprends. On peut en parler, voilà, on a des gens qui travaillent dans le produit, et la relation que tu peux avoir un techie par exemple, le mec, tu vas aller le voir, tu lui parles, et puis il va te parler en code.
et tu vas faire non mais je comprends rien. Et c'est une technique d'ailleurs des techos parfois pour te Tiens. dégager et faire en sorte qu'ils soient tranquilles. Et justement, est-ce que ça n'arrive pas de plus en plus aussi dans le produit, ce genre de choses, d'hyper complexifier les Si, je méthodologies, les trouve. noms Si, je trouve. de Je plus en trouve, plus? je trouve, ouais. Par rapport à ça, j'ai une philosophie qui dit que globalement, en fait, on devrait revenir un peu, être plus terre à terre, juste écouter le client, se dire voilà, moi j'ai envie de répondre à ce point de souffrance qui est le mec, il veut pas aller à la banque, il veut pas aller à la poste pour, ça le fait chier. Ok, on lance la signature électronique et puis basta quoi. Mais Kanban, agile et tout, bon, c'est des façons d'arriver à cette idée-là quoi. Exactement. Donc voilà, donc ça c'était vraiment notre combat. Et donc du coup, on a lancé en France commercialement fin 2011. Et avec cette volonté donc, de pénétrer ce secteur du crédit à la consommation qui pèse quand même en France à l'époque 45 milliards d'euros par an. Donc c'est énorme. On s'était dit, OK, si on chope 5% de ce marché, on est déjà bien. Quoi. Et on s'est rendu compte, en travaillant chaque année sans relâche, avec une belle croissance à chaque fois, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas facile. Alors, ce n'était pas facile en France pour deux raisons. La première, c'est ça, c'est qu'on a 70% des consommateurs en France qui ont le réflexe bancaire. Quand j'ai besoin d'argent, je veux m'acheter une voiture, je veux refaire ma cuisine, tout de suite, en fait, je vais me dire, je vais appeler ma banque. Et ça, la plupart des gens font ça. Et donc, du coup, il est très difficile pour une nouvelle marque, tout à fait jeune, de se retrouver entre la banque et le client et d'intercepter le réflexe bancaire. Et ce, d'autant plus qu'en fait, ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte quand on était notre tour d'ivoire à 4 à bosser pendant 2 ans sans activité. Je m'étais dit, bon, l'argent n'a pas d'odeur, d'où qu'il vienne, tu l'as saisi. C'est pas du tout vrai en fait. Les gens sont flippés, sont flippés de se faire avoir, surtout sur Internet. Et donc du coup, en fait, ce réflexe bancaire, il est encore renforcé par cette angoisse. Donc ça, c'est un premier point qui faisait qu'on s'est dit, ok, au bout d'un moment, en fait, comment est-ce qu'on va faire pour se faire connaître? On peut pas balancer 40 millions d'euros en télé. Faut qu'on trouve un autre moyen. Le deuxième chose, c'est qu'en France, les taux sont extrêmement bas. Donc on sait qu'aujourd'hui, voilà, l'argent est pas cher. Les banques centrales distribuent de l'argent pour irriguer le crédit. Et ça a été une stratégie française, très franco-française, que de sélectionner les meilleurs emprunteurs. Et donc, pour sélectionner les meilleurs, il faut faire les taux les plus bas. Et donc, au bout d'un moment, en fait, ce crédit conso, ce produit, c'est une porte d'entrée pour les banques pour pouvoir capter des nouveaux clients et après faire de l'upsell et du cross-sell et faire de la marge. Donc voilà, des marges assez limitées, des consommateurs qui ont un réflexe. Donc on s'est dit, OK, si on veut pouvoir croître sans que ce soit trop pénible, il va falloir qu'on lance d'autres pays. Donc on s'est dit, il faut qu'on élargisse le marché. Voilà. Donc ça, on est arrivé à ce constat-là en 2015 et on s'est dit, bon, ok, premier truc qu'on doit faire, prêt d'union, là, ça va pas le faire. Déjà, en fait, moi, je me rendais compte quand j'allais faire des rendez-vous pro, tu dis prêt d'union à l'accueil, la personne écrit soit prêt d'oignon, soit trait d'union, vous êtes une boîte maritale, etc. Tu fais non, on fait du crédit. Donc du coup, on s'est dit, on va changer. Et là, ça a été compliqué. Donc, je vais faire une petite parenthèse dans ce côté international sur le nom de marque. Quand on a eu Prêt d'Union à l'époque, le droit des marques n'était pas ce qu'il était en 2015, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Il s'est considérablement renforcé. Et donc là où on peut penser qu'on prend une bouteille de rosé entre potes et on va trouver des noms sympas et puis c'est bon, ça fait un nom de marque, c'est plus du tout vrai. Il y a énormément de règles qui entourent le droit des marques et je vais vous montrer trois exemples qu'on avait évoqués et on aurait pu s'appeler comme ça plutôt que United. Et à chaque fois, en fait, on a eu un no-go. Donc la première idée qu'on avait eue, c'était Incredible. Donc on aimait beaucoup. On trouvait que ça faisait très Marvel, Avengers. Voilà, c'était top. On est un peu des fans. On aimait bien le côté on va tout casser, Hulk. Et donc on l'a essayé de le déposer. Et quand on l'a déposé avec notre cabinet d'avocats, on a eu un retour. On a eu un no-go parce que le nom est trop laudatif. Donc à cette occasion-là, j'ai appris l'adjectif laudatif, qui veut dire que en fait, tu te survends globalement. Donc tu peux plus, à l'époque, dans les années 2000, tu pouvais lancer un site internet qui s'appelait meilleurtable.com et tu vendais des tables et tu disais que c'était les meilleures tables. Aujourd'hui, tu peux plus. C'est vrai qu'on a meilleurtaux.com, je crois. Meilleurtaux, mais c'est une marque qui a été déposée, qui était antérieure à ce nouveau droit des marques. Donc peut-être qu'il faut préempter le prochain droit des marques de dans 5 ans en déposant énormément de marques dès maintenant pour pouvoir avoir des trucs à revendre à des gars qui veulent monter une boîte dans 5 ans. Donc Incredible, ça ne l'a pas fait. Après, on avait pensé à Creditman.
on trouvait ça génial. Alors évidemment, le logo là que je montre, il montre le défaut de Creditman. On trouvait ça super, on trouvait que c'était pro, c'était les mecs efficaces, ils font du crédit, c'est les hommes du crédit, voilà. Et en fait, ça c'était déposable, mais on a fait donc une étude conso et on a demandé à nos consommateurs ce qu'ils en pensaient. Et là, ça a été horrible parce qu'en fait, on était complètement à côté de la plaque. La plupart des gens nous disaient c'est super, vous allez monter un truc où en fait c'est une plateforme de gigolo, quoi. Donc tu avais des crédits, tu pouvais acheter des hommes. Non mais t'imagines, nous quand on a lu les retours des gens, on était sur notre truc, Creditman c'est génial et tout, et là on se dit attends, on est une boîte de finance. On y était complètement à côté de la plaque. Donc ça c'est le deuxième learning que j'ai eu, c'est pense pas que ton nom il est génial tout seul, va voir tes clients et pose-leur la question parce que sinon tu vas te planter. Donc test utilisateur. Ouais. Le troisième truc, on avait trouvé Mona Lisa. Alors on trouvait ça assez smart. C'était un peu dans la veine de Prêt d'Union. Il y avait un côté un peu fin et tout. Et on était vraiment très fan aussi. Mais là-dessus, donc on a découvert qu'on pouvait être poursuivi assez rapidement. Et en fait, quand tu déposes une marque, tu as 5 ans pendant laquelle tu sais que tu as un risque. Il y a quelqu'un qui peut dire quelque part dans les pays où tu auras déposé ta marque, qui peut dire « Ah, non, moi je ne suis pas d'accord ». Et en fait, on a trouvé un courtier en assurance à Dresde, en Allemagne de l'Est. D'ailleurs, il paraît que c'est très joli, Dresde. Genre 10 employés, le truc avec une activité assez locale en fait. Et ça s'appelait Monae Lisdae, cette boîte. Et donc, en fait, à cause de la phonétique, ils pouvaient nous poursuivre en disant que, globalement, on avait volé leur marque. Donc voilà, donc on est arrivé à United Credit. On a rajouté le crédit parce qu'on voulait, pour des raisons SEO notamment, et de compréhension de notre service. D'ailleurs, on a bien fait parce que crédit en SEO, tout le monde nous disait vous n'y arriverez jamais, il y a Crédit Agricole, il y a Cofidis et tout ça. Et là, aujourd'hui, je crois qu'on est deuxième en SEO en France sur crédit. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc voilà, on a fait United Credit avec la volonté à terme de retirer crédit parce qu'on ne veut pas faire que du crédit. Okay. Donc voilà, on avait notre nom. Et maintenant qu'on avait notre nom, il fallait qu'on sache un peu quel pays on allait attaquer en premier. Donc on a mandaté un gros cabinet de conseil qui a fait des analyses diverses et variées sur tous les pays européens. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, waouh, ça va être du taf. Donc je vais revenir sur 3 points clés qui entourent justement ces analyses qu'on a faites et qui montrent le taf que ça représente. Alors déjà, premier truc, bon ça c'est une lapalissade, hein, mais tout le monde le sait, c'est que les Européens, c'est pas les États-Unis, hein, c'est des tas de cultures hyper précises, hyper différentes. Et donc on le vérifie dans le monde du crédit. Donc un truc intéressant, c'est... il y a un petit VS, j'aime bien le côté Street Fighter. Donc quand on regarde la France et qu'on la compare aux Italiens, et je trouve ça hallucinant, j'espère que j'arriverai à bien faire passer l'idée, mais les gens en France et dans pas mal de pays, quand ils vont sur Internet et qu'ils tapent crédit, ils s'attendent à trouver du crédit en ligne. Voilà, normal. Et donc en fait, il y a quelques gens, donc désolé, le chart n'est pas bon hein, parce qu'il faut inverser crédit et crédit en ligne. Mais il y a quelques personnes qui tapent crédit en ligne quand même en France. Genre, je suis flippé, je suis sur Internet, je vais quand même mettre en ligne derrière crédit pour être sûr que le truc soit bien en ligne. Et ben en Italie, ils tapent beaucoup plus crédit en ligne que crédit. Enfin, beaucoup plus, un peu plus. Et ça, c'est le seul pays où tu sais qu'en fait, il faut attaquer crédit en ligne parce qu'en fait, il n'y a pas du culture du en ligne. Je lisais un truc sur le e-commerce dernièrement. Les Italiens, ils achètent en moyenne, hein, un Italien achète 2 fois sur Internet par an. 2 fois simplement ? Ouais. Donc c'est ridicule, hein, et je parle d'une moyenne. Donc y a énormément de gens qui n'achètent absolument pas en digital. Voilà, donc voilà, il y a plein de trucs comme ça où on s'est dit, mince, l'italien, l'allemand, l'espagnol, ils sont complètement différents. Je veux dire, après, c'est des trucs qu'on voit souvent dans des talks, mais moi, je l'ai vérifié, l'allemand, on a 22% des visiteurs sur notre site qui vont tout en bas et qui vont dans les mentions légales. Là où en France, c'est 4%. Oui, nous, généralement, on va scroller et c'est bon et c'est fini. C'est fini. Donc ça, c'est un premier point. Donc l'utilisateur final, vraiment hyper différent. Deuxième truc, ça c'est très spécifique au monde de la finance et crédit conso, hein, c'est la régulation. Donc la régulation, elle est locale. C'est là qu'on voit que la souveraineté, enfin l'idée de l'Europe, elle est bien belle, mais il y a encore une souveraineté supranationale qui est hyper forte. Et donc chaque pays met en place des règles qui lui sont propres pour pouvoir encadrer les services financiers, notamment le crédit. Donc là, je prends un exemple qui est assez frappant, hein, c'est l'exemple de la vérification de l'identité dans le KYC. En France, tu prends la carte d'identité, ça suffit. Voilà, je le fais à distance, j'ai la carte d'identité, ça correspond au nom, prénom, c'est bon, je peux y aller. En Allemagne, la régulation demande à ce que tu vérifies que la tête de Marcel soit bien la même tête que celle de la carte d'identité. Et donc, du coup, ça demande du face-to-face.
Donc quand tu veux monter un truc 100% digital, comment tu fais ton face-to-face? Donc l'Allemagne a mis en place un système où ils disent, OK, la Deutsche Post, donc la poste allemande, fait office d'intermédiaire. Et donc le postier, à son guichet, peut vérifier. Donc Marseille va venir avec son contrat de crédit, avec sa carte d'identité, il va montrer ça au postier qui va mettre un tampon, je caricature à mort. Et donc Marcel, il peut repartir, il peut poster son contrat avec le tampon de la poste. C'est bon. J'ai une question du coup. Ouais. Est-ce que la poste est ouverte comme en France ou pas en termes d'horaire? Je connais pas assez, mais oui. Bah alors moi, pour Parce le coup, que j'aurais jamais fait de justement, crédit. justement. Moi, j'aurais jamais fait de crédit, c'est sûr. C'est pas possible. Et donc du coup, il y a quand même une deuxième option. Heureusement, maintenant, tu peux faire de l'appel vidéo pour vérifier finalement l'identité de Marcel, mais ça engage des coûts, hein. C'est très cher, hein, l'appel vidéo. Quand tu t'intéresses aux boîtes qui font ça, c'est un bon business. C'est très cher et c'est pas encore hyper clean en fait. Donc souvent tu vas appeler, le truc est mal foutu, ça marche pas, voilà. Donc ça introduit en fait toutes ces choses-là, toutes ces différences introduisent des différences fondamentales dans l'expérience client qui fait que très difficile d'envisager d'avoir la même chose partout. Et le troisième point, qui est encore hyper important, c'est des outils, c'est-à-dire les banques centrales. Donc l'intérêt d'avoir un agrément, c'est que tu as l'appui de la banque centrale. Alors tu es audité par la banque centrale, mais tu as aussi un soutien. Et ce soutien, il prend forme par des outils qui te permettent de bien faire ton job. Un des trucs dans le crédit auquel il faut faire attention, c'est donner un crédit à une personne qui va pouvoir l'assumer financièrement. En France, quand Marcel vient me voir, par exemple, je connais rien sur lui, et la Banque centrale française, la Banque de France, va mettre un seul outil à disposition, c'est le fichier des incidents de la Banque de France. Donc quand Marcel, il est foutu, il n'arrive plus à rembourser plus rien, il est incident Banque de France, il a un plan de désendettement, il n'a plus de moyens de paiement, il n'a plus de compte bancaire, etc. Et donc il est référencé dans ce fichier-là, et moi je peux avoir cette information. Néanmoins, tout le monde, heureusement, n'est pas fiché. Et donc du coup, en fait, on a des personnes qui peuvent devenir fichés ou qui vont, avec ce crédit, souffrir. Et ça, on ne peut pas le savoir, sauf si Marcel nous envoie énormément de documents sur lui. Il monte patte blanche. De l'autre côté, en Italie, de l'autre côté des Alpes, ils ont monté un fichier positif. Donc un fichier, c'est une base positive qui s'appelle CRIF. Donc Marcel, quand il fait un crédit, cette information doit être remontée par l'institution bancaire à la Banque d'Italie. Et donc Marcel, on sait, la Banque d'Italie sait qu'il a un crédit chez Agos. Et puis s'il fait un autre crédit dans une autre banque, bah, cette information va remonter aussi. Et tous les mois, l'établissement bancaire va renvoyer les informations sur Marcel. C'est bon, il arrive à bien payer, etc., etc. Et donc quand Marcel va venir me voir, moi, United, je vais avoir cette information. Donc je vais pouvoir savoir où il en est. S'il me semble être... voilà, il est en surcapacité ou en sous-capacité. Et ça me donne des informations essentielles pour aller beaucoup plus vite. Et donc, il faut se rendre compte, ça introduit des différences dans l'expérience client qui sont fondamentales. En France, je vais demander plein d'informations. Je vais demander les relevés de compte. En Italie, j'ai juste l'information, je caricature, mais j'ai juste l'information de la Banque d'Italie et ça me suffit. Et justement, est-ce que là, on s'est placé du côté utilisateur, mais du côté de la banque, est-ce que donc il y a en fait finalement moins de risques pour la banque d'être en Italie que d'être en France? Parce que finalement, si l'Italie a déjà tout sur toi en tant qu'utilisateur, en France, à chaque fois, il faut demander des documents, peut-être qu'on peut les falsifier. Enfin, c'est peut-être un peu plus facile du coup de passer au travers des mailles. C'est sûr que quand il n'y a pas de fichier positif, c'est plus facile de frauder. Donc du coup, ça t'oblige, toi, en tant qu'établissement, à avoir des règles et des contrôles qui sont bien plus denses que dans un autre pays. Oui, c'est certain. Ouais. Et est-ce que ça pourrait presque impacter le pourcentage finalement entre les banques à chaque fois, vous prenez potentiellement un pourcentage pour justement le risque. Couvrir le risque. Ouais. Exactement. Est-ce que finalement le taux peut être plus bas dans des pays comme l'Italie qui centralise tout et qui a... Ça pourrait. Après, ça dépend encore une fois du marché. C'est-à-dire la logique de marché. En Italie, les taux sont bien plus élevés. Mais aussi parce que ça ne tient pas qu'à ça, ça tient aussi à l'économie du pays. Okay. Tu sais qu'en gros, globalement, en Italie, c'est moins solide que la France. Donc forcément, tu as tendance à gonfler ton taux pour pouvoir couvrir un risque futur que tu ne sais pas programmer par rapport à la France, qui est un pays plus solide, par exemple. Donc voilà. Donc on a des utilisateurs différents, évidemment. On a une régulation bien plus stricte que sur pas mal d'autres secteurs, avec des banques qui choisissent, en fonction du pays, les règles qu'elles veulent imposer. Et on a des outils qui sont dispensés par les banques qui sont tout à fait divers et variés et qui sont plus ou moins puissants.
Donc forcément, en fait, l'ensemble des établissements de crédit classiques, quand ils vont se développer à l'international, choisissent une implantation locale. Parce que l'implantation locale, elle te permet de bénéficier des outils, parce que ta relation avec les banques est plus sympa, et aussi parce que souvent, les banques centrales te disent, si jamais tu veux avoir accès à cet outil, il faut que tu aies une succursale en local. Le deuxième point, c'est que en fait, tu te rends compte, on parlait de tas de documents divers et variés pour pouvoir vérifier que Marcel il est solide. La fiche de salaire en France, c'est pas du tout la même gueule que celle en Italie. Et donc, du coup, il te faut des experts en fait des documents. Et sur des tâches opérationnelles comme ça, tes experts, il n'y a pas, voilà, il y a pas des Italiens analystes de crédit, tu vas pas en trouver beaucoup à Paris. Donc, pour trouver ces gens-là, tu es obligé d'être dans le pays. Et le troisième point, c'est qu'on s'en est rendu compte, les Italiens ont très peu de volonté d'aller en ligne. Donc, si jamais tu veux trouver des relais de croissance, bah, il va falloir grenouiller un peu dans le pays pour comprendre comment est-ce que tu veux distribuer ton produit. Donc, en fait, avoir une présence locale, c'est essentiel. Mais le problème de cette stratégie-là, c'est que... alors, pardon, j'anticipe la prochaine slide parce que je la connais un peu quand même, la presse. Ça se voit très vite. Du coup, la différence, c'est-à-dire, on se retrouve dans une logique où chaque pays est un peu autonome et on a une différence qui est fondamentale sur toute la ligne, c'est-à-dire en front, en middle et en back-office. Tu as des différences fondamentales. Et ça se voit très vite quand on regarde ne serait-ce que les 3 homepages de CTLM en Espagne, France et Italie. Voilà, il y a toujours le petit bonhomme vert et ce code couleur, mais globalement, toutes les homepages sont différentes. Alors que chez nous, par exemple, toutes les homepages se ressemblent. Donc, quand tu en front, alors c'est pas le plus compliqué, tu as de la différence comme ça. C'est juste pour vous donner une idée de la différence qu'il peut y avoir derrière en back. Ouais, complètement. Euh, et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu fais ça, bah, tu t'adaptes, tu te suradaptes en local. Donc, tu as des délais de livraison qui sont hyper longs. Pour monter un établissement de crédit, les grandes banques mettent un an, plus d'un an pour monter ça. Les coûts sont élevés. Hein. Tu n'as pas de mutualisation tech, tu n'as pas de mutualisation métier. Et enfin, l'idée quand même d'avoir plusieurs pays, c'est de favoriser l'émulation. Il n'y a pas d'émulation parce qu'il y a un pouvoir local qui est hyper fort et donc chacun est plus ou moins autonome sur son activité. Donc nous, on voulait éviter de tomber là-dedans. Et donc, on s'était fixé des challenges. Les challenges qu'on s'était fixés, c'est de lancer des pays beaucoup plus rapidement que ce que font les établissements classiques. Donc, on s'était fixé 4 mois de développement pour coast to coast avoir un pays à lancer. On voulait créer cette culture d'entreprise internationale aussi. Et enfin, assumer un rythme soutenu de 2 pays par an. Donc, c'était de sacrés challenges. Et pour répondre à cette ambition, on avait mis en place l'organisation suivante. Donc, en fait, on est parti avec un pays qui est la France, qui avait à l'époque 5 ans d'âge, puisqu'on avait lancé la boîte en 2010, même si opérationnellement elle a été lancée qu'en 2012, on avait beaucoup réfléchi pendant 2 ans au marché français. Et dans ce pays amiral, tu retrouves des fonctions opérationnelles, des fonctions support, la tech, le risque, la RH et la collecte d'argent, pour aller chercher de l'argent pour pouvoir financer. À cette époque, il n'y avait pas encore d'organisation produit dans la boîte. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait monter une équipe internationale, donc une équipe un peu en mode commando, qui va regarder ce qu'on fait en France et qui ensuite va étudier les pays et va essayer d'ajuster à la marge juste sur ce qui est obligatoire. Donc on copycat la France et on ajuste sur ce qui est obligatoire, c'est le fameux point de régulation. Et donc du coup l'équipe internationale est chargée de faire ça. Donc la France peut continuer de bosser dans son coin, elle fait son business, pendant que l'équipe internationale, elle recrute les équipes pour gérer le nouveau pays. Donc, principalement au départ le country CEO et après toutes les autres fonctions opérationnelles, marketing, commercial, service client. Et va passeporter ce qu'on fait en essayant d'être intelligent sur la régulation. Et sur le reste, hop, on copycat, on ne fait pas d'adaptation. Ça nous a permis, cette organisation, d'être, oui, très rapide. Donc, il y a eu un gros succès là-dessus, puisqu'on est arrivé à faire 4 mois de coup-tech. Donc, le premier pays a été plus lourd, mais petit à petit, on est arrivé à streamliner le délai. Et 9 mois de délai au total avec le recrutement des équipes. Donc, en 9 mois, on était capable de lancer un pays. Donc là, on était au top. Nos actionnaires nous disaient super, on va envahir l'Europe. C'est extrêmement court, 9 mois pour lancer même un produit en plus qui est dans le secteur un peu bancaire, assurance et crédit. C'est fou. Ouais. Ouais, la plupart des gens nous disaient que c'était impossible et pourtant on l'a fait. Mais on l'a fait alors. Et c'était super, hein, ça nous a permis de valider le truc, ça a accompagné notre développement, on a été plus rapide, ça nous a permis de lever des fonds aussi, en apportant des promesses à nos investisseurs. Mais, parce qu'il y a toujours des mais, il y a 2 principaux problèmes qu'on a rencontrés. Hein. Le premier, c'est la plateforme front commune fait que petit à petit, on creusait la dette utilisateur.
On faisait des sacrifices sur des trucs qui n'étaient pas de la régulation, qui étaient plutôt des attentes des consommateurs. Et on se rendait compte petit à petit qu'en fait, en faisant ça, on se coupait du business. Et ça, en fait, ça a été aggravé par le fait d'avoir une plateforme tech spécifique. C'est-à-dire qu'en gros, comme on n'avait pas philosophé la boîte comme étant une boîte globale, on était en mode près d'union, c'est bon, on a 45 milliards de marchés devant nous, donc on peut y aller, on va s'auto-satisfaire de la France. Tout a été bâti dans cette logique-là de se conformer à la France. Donc le système, en fait, n'était pas capable d'absorber des dérivés finalement de ce qu'on avait bâti. Et donc, en fait, pour aller vite, on a pris le parti de bâtir un nouveau système en parallèle, donc une nouvelle plateforme tech. Et en fait, à chaque nouveau pays, on apprenait. Et donc, en fait, le pays d'après, c'était une nouvelle plateforme. Donc, en fait, on est arrivé après l'Espagne à avoir 3 plateformes tech différentes. Et quand on voulait faire une évolution qui était intéressante pour tous les pays, parce qu'on avait réussi à faire cette émulation entre pays, on devait la développer 3 fois. Donc, en fait, on se retrouvait, si on voulait lancer d'autres pays, on devait recruter d'autres techs. Ouais. Et on le sait aussi, il y a un turnover dans la tech. Et donc, dès qu'il y a des techs qui partaient sur la plateforme la plus ancienne, ça devenait du legacy où personne ne voulait le toucher parce que ça faisait flipper tout le monde. Donc, on s'est dit, OK, c'est super, ça nous permet de valider qu'il y a un intérêt au niveau international. On est capable de le faire vite, mais maintenant, là, il faut qu'on épure notre modèle, qu'on construise la plateforme pour pouvoir absorber maintenant les nouveaux pays de façon beaucoup plus simple et rapide. Parce que là, vraiment, en fait, finalement, c'était comme si vous aviez plusieurs produits au final vraiment séparés et presque distincts. Ouais. Bah, à terme, tu pourrais dire tu as le rachat de crédit et le prêt personnel qui sont des produits en tant que tels. Et puis après, tu factorises ces produits par le nombre de pays. Et après, je reviendrai sur autre chose qui a encore ajouté de la complexité là, depuis 2-3 ans, mais j'en parle pas encore. Donc voilà, donc on s'est dit, OK, bon, là, c'est bien, on a validé des choses, mais si on veut continuer, il faut qu'on ralentisse le rythme. C'est pour ça que voilà, aujourd'hui, au bout de 4 ans de développement international, on n'a fait que 5 pays. Parce que là, c'était le temps de se reposer, de rebâtir sur des bases solides pour pouvoir lancer des plus petits pays comme la Belgique, la Lituanie, des trucs comme ça, où la taille critique du pays n'est pas suffisante pour absorber les coûts. Le deuxième truc qu'on a appris de ça, c'est la création de la culture d'entreprise. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment favoriser l'échange, l'émulation et faire en sorte que tous les pays s'apportent mutuellement. Donc ça a été un succès parce qu'en fait, j'ai un exemple, je parlais du bank reader, donc cette fonctionnalité où je vais demander à Marcel de me filer son mot de passe et son login bancaire. Flippant, hein, tu vois, quand on parlait de ça, on s'était dit, OK, c'est l'avenir. Il nous faut ces données en format numérique parce que ça va nous permettre d'opérer les scores de façon plus rapide, de faire des audits du compte de Marcel, etc. Et en fait, on se disait, bon, on est un peu frileux, on pensait que les gens ne le feraient pas. Et donc en Espagne, ils voulaient le faire parce qu'ils nous disaient en Espagne, tout le monde le fait, c'est génial et tout. Bon, aucune donnée, rien, pas d'études utilisateurs. Les mecs, ils y croyaient, quoi. Et on leur disait, bon, OK, bah, d'accord, on verra plus tard. Et ils étaient tellement agacés qu'on ne le fasse pas que finalement, ils ont commencé à le faire. Ils ont trouvé une boîte en Espagne, un partenaire local. Et puis, ils ont commencé à appeler les clients et au téléphone à leur dire, bon, bah, nous, on a un connecteur bancaire, filez-moi votre mot de passe et votre login et puis on va récupérer vos données. Le truc à l'arrache total, hein, flippant. Et en fait, ils avaient un taux d'acceptation monstrueux. Donc ils nous ont montré ça, ils nous ont montré que ça marchait, en étant un peu en mode Raon, quoi. Tu vois, le truc sorti de nulle part, c'est la préhistoire. Et ils se débrouillaient avec un actif technologique zéro. Et en nous montrant ça, bah, on s'est dit, OK, super, ça marche, faut qu'on y aille, quoi. Ouais. Et du coup, on s'est posé autour d'une table et on a réfléchi à comment on doit le monter d'un point de vue technique. Et aujourd'hui, on a 90% des gens en Espagne qui le font et on a 70% en France qui le font. C'est juste monstrueux. Finalement, c'était un mini POC. Ouais, un POC à l'arrache, fait à partir de rien, qui nous a poussé à aller plus loin, quoi. Et du coup, on a dans tous les pays, maintenant, on a des mecs qui croient dur comme fer. Et ils nous poussent. Et alors, parfois, on ne fait pas parce que c'était une bêtise, mais parfois, c'est génial. Et donc, ça amène une émulation positive dans la boîte qui est monstrueuse, en fait. Plutôt que d'avoir, du coup, un pays autonome, l'Espagne, ils auraient réalisé techniquement leur truc, mais ils n'auraient pas poussé les autres pays à le comprendre. Bah, du coup, ça c'est génial. Finalement, il y a des vraies initiatives qui sont prises de par les pays et qui peuvent aller... Et ça, c'est l'intérêt de ne pas avoir un déploiement. Alors, on était un peu forcé, mais de ne pas avoir tout fait depuis la France.
ça nous a forcé à embaucher dans les pays des gars assez solides. Hein. Les country managers chez nous, c'est des country CEO, c'est des mecs qui ont 40 balais, qui ont un track record assez fabuleux. Ils sont meilleurs que nous. Hein. Et comme ils sont meilleurs que nous, ils ont plein d'idées, et ils ont envie de bourrer. Et du coup, en fait, ça nous pousse, nous aussi, à être meilleurs, quoi. Donc ça, c'était génial. Le point négatif, c'est d'avoir des plateformes tech différentes. On se retrouve avec parfois, c'est un exemple, mais la data et les bases de données sont différentes aussi. La façon de nommer les KPI sont différents. Et donc, les pays étant un peu souverains, ils construisent leurs propres KPI. Et donc, en fait, c'est très difficile de comparer les pays. Donc, ça tue tout de suite dans l'œuf toute idée de comparaison et d'émulation vers le haut. Et les mecs te disent, oui, mais en fait, ce KPI, s'il est différent de la France, si la France est meilleure, c'est parce que si et parce que ça. Il a toujours une bonne raison de se faufiler et de se défiler, en fait. Et est-ce que les raisons sont vraiment bonnes ? Du coup, est-ce que c'est pas simplement pour se faufiler ou est-ce qu'il y a de vraies raisons ? Je pense qu'ils se rendent pas vraiment compte et ils sont dans leur jus tous les jours opérationnellement, donc ils sont persuadés de choses. Et parfois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui te soulève un peu la tête et qui dit regarde là, je vais te montrer avec des stats, avec des chiffres, qu'on est en train de se planter, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a loupé au départ. Et le troisième point, c'est donc j'y reviens, c'est assez rapide, mais voilà, multiplicité des plateformes tech à maintenir égale impossibilité de lancer plus de pays. Et c'est pour ça que je parlais en tout début de la presse de la plateforme tech unique, puisqu'on est passé à ça maintenant. Et ça, c'était essentiel pour pouvoir lancer plus de choses. Donc voilà, donc on a vu tout ça, on s'est rendu compte de tout ça en 2018. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, il faut qu'on change notre organisation. Enfin, on a commencé en 2017. Et donc, on a installé une vraie organisation produit. Donc là, la slide est un peu lourde, hein. Mais je vais essayer de simplifier le propos. Globalement, classique, on a découpé toute l'organisation en feature team. Donc, on a pris l'expérience client et à chaque feature team correspond un segment de l'expérience client. Donc, le mec arrive dans la boutique, c'est le site web. Le mec doit faire sa demande, c'est le formulaire. La personne doit nous renvoyer ses documents, complétion, etc., etc. Donc, sur chaque unit, tu as des techs, QA, etc. Et tu as un product manager, business owner. Donc, c'est un des cadres rouges parce que c'est un des key people de cette organisation. Dans les key people, on a aussi ce qu'on appelle le relais produit, le relais pays, pardon. Donc, le relais pays, c'est quelqu'un qui représente le pays et qui doit converser avec les units pour exprimer les besoins du pays. Je reviendrai sur ce rôle hyper important. Et le country launcher, pour tout nouveau pays, on a une personne qui va être responsable de ce lancement de pays. Donc revenons un peu sur les différents rôles de l'organisation. Le rôle du product manager / business owner chez nous, il est triple, on va dire. Je caricature un peu. Mais il y a beaucoup de discovery, énormément. Donc ce discovery va se faire par l'écoute. Donc moi, j'écoute les pays directement. Donc là, je passe outre le relais produit, j'écoute le pays et j'écoute mon interlocuteur, ce qu'on appelle le stakeholder métier. J'écoute le client aussi, ça c'est un des enjeux aussi, je reviendrai là-dessus de l'organisation. Donc j'écoute le client final, j'écoute le marché, bref, j'écoute beaucoup. Et je regarde ce qui se passe, je regarde où ça coince, où ça grince. Et donc j'identifie là-dessus des leviers, des projets en fait pour améliorer. Et ces projets, quand je les ai identifiés, je les vends. Donc je les vends aux stakeholders des pays, je vais aller voir l'équipe marketing, je vais leur dire écoutez, pour faire ce truc, moi j'ai trouvé une idée, c'est ça. Et donc, du coup, le stakeholder du pays va dire oui ou non. Et le stakeholder du pays, ça peut être le marketing, le country CEO, etc. Et une fois que j'ai récupéré les oui de tout le monde, c'est bon. Je me lance en mode projet, donc je fais l'expression du besoin, je définis le workflow, je bosse sur le design du produit. Et une fois que j'ai un petit peu mon projet qui est quasi en phase terminale de vente, je le lance dans les équipes tech avec le pendant du product manager chez nous, qui est une sorte de product owner qui, lui, va s'occuper du delivery. Mais le product manager, donc, on va dire, il définit la vision, il fait les idées, il définit le produit avec le design, et après, il file tout ça au product owner qui, lui, doit lancer le truc. Et donc, il y a un product owner par product manager ou est-ce qu'un product manager c'est un couple. Alors, chez nous, on les appelle des application managers, donc c'est pas des product owners. Tu as un product manager, un application manager. Okay. Et les deux, en fait, font le couple qui définit la direction de la unit. Et après, derrière, une fois que le produit est lancé, le product manager revient. Alors évidemment, il disparaît jamais, hein, mais il revient beaucoup plus fort. Et lui, son objectif, c'est de voir si ça marche, faire les KPI, communiquer avec les pays pour dire voilà, on a lancé ce truc, c'est super. Ou alors, j'ai trouvé des leviers pour améliorer, voilà comment on va faire. Et clairement, en fait, nous, on a délesté dans l'organisation
du product manager, on lui a délesté la charge de s'occuper des devs. Moi, je trouve que l'application manager, il a vraiment un métier de dev nursing souvent. Faire en sorte que l'équipe aille bien, que les devs se sentent bien, et il rédige les user stories, ce genre de choses. Du coup, il est entre le product owner et aussi le scrum master pour Ouais, apporter exactement. ce côté méthodologique. Ok. C'est ça. Et agile. Donc ça, c'est le rôle du product manager. Ensuite, on a donc ce fameux relais produit. Donc le relais produit, donc, il est essentiel, et on s'est rendu compte de ça, qu'on avait besoin de ce rôle. Il est essentiel parce que le product manager ne parle pas forcément italien. Et le product manager n'est pas tout le temps à Rome, dans nos locaux. Donc on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit la voix du produit qui est basé à Paris, pour pouvoir faire en sorte que les équipes en local comprennent ce qu'on fait, la roadmap et tout. Donc cette personne, c'est un peu... elle a un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire elle appartient à la fois à l'équipe centrale, mais aussi à l'équipe locale. Donc elle va s'occuper de faire en sorte que toutes les équipes soient à l'aise avec les produits, l'onboarding du produit, de faire en sorte que voilà, les téléconseillers, quand on leur sert un nouveau CRM, parce qu'en fait on fait tout in-house, on n'a jamais pris de trucs extérieurs, il n'y a pas de Salesforce et tout ça. Donc on va faire de l'éducation sur nos produits. Et donc il va s'assurer que ça tourne bien. Et après, il va collecter les feedbacks des équipes en local. Et souvent, comme on a pas mal d'équipes opérationnelles, ils ne parlent pas anglais et tout, donc on a besoin de cette interface italienne ou allemande. Et donc, du coup, il va ramener un peu tous les besoins, il va faire le cahier des doléances, qui va ramener après derrière au central. Et donc, il est censé bien montrer c'est quoi la culture du pays, quelle est l'actualité du pays, et quels sont les vrais besoins du pays. Donc voilà, il fait ce trait d'union, on en revient finalement au premier nom de boîte, entre un pays et le central et le produit au central. Et dernier point, donc, sur le country launcher, donc, dès qu'on veut lancer un nouveau pays, l'idée c'est d'avoir une personne qui s'occupe de toutes les études pré-lancement, qui va du coup labourer le terrain, un peu comprendre comment on doit faire les choses, et qui va faire le chef de projet avec toutes les units au lancement. Et cette personne va accompagner l'accouchement du pays, c'est comme une nurse en fait, aussi, enfin une sage-femme, et elle va accoucher le pays, et elle va accoucher du pays, et elle va, en fait, elle va accompagner le recrutement des premières équipes en local, et favoriser cet onboarding et cette montée en compétence des équipes locales pour pouvoir appréhender le produit qu'on aura monté. Du coup, il a vraiment un rôle extrêmement important quand même, finalement. S'il loupe son truc, on va louper le pays. Ce qui est assez risqué. Ouais. Mais bon, après, il est souvent accompagné du country CEO qu'on va trouver en local, qui sont, comme je te disais, des gars ou des nanas, hein. C'est vrai qu'on n'a que des gars pour l'instant, qui ont un certain track record et une expérience très forte. Donc, du coup, la personne, quand elle arrive, généralement, elle drive bien le truc. Voilà, et donc du coup je finirai sur les challenges, parce que donc cette organisation elle fonctionne aujourd'hui, mais demain on ne sait pas encore. Je pense qu'évidemment on ne peut pas dire qu'on a trouvé le truc parfait et on va devoir s'adapter. Et on a plusieurs challenges. On a déjà l'idée que si jamais on a plus de pays, ça veut dire plus d'interlocuteurs. Donc comment on va gérer ça? Parce qu'il y a un moment donné où tu ne peux pas faire le discovery dans tous les pays, tu ne peux pas écouter tout le monde, donc il va falloir trouver une nouvelle organisation. Ça serait sans doute une organisation en mode hub. Donc faire des pays à partir d'autres pays pour éviter d'avoir non plus une structure de coût monumentale avec des bureaux, comme je disais, en Pologne, en Roumanie, j'en sais rien. Ça, c'est un premier point. Et il y a un deuxième point en sous-jacent, c'est la user research multi-pays. C'est hyper compliqué. C'est pas quelque chose qui est dans l'ADN de tout le monde que d'écouter l'utilisateur. Et ce qui est intéressant quand tu as une boîte internationale, c'est de comparer. Et donc, pour pouvoir éviter le subjectivisme, souvent, ça, c'est un des trucs horribles. Hein. L'italien, moi, je me souviens quand on a lancé l'Italie, le mec, il me dit... donc, on avait notre batterie d'email transactionnel. Ça a l'air con ce que je te dis, mais c'est... Voilà, on se dit, bah oui, un email transactionnel, quoi. Le mec, il fait une demande, il reçoit un email qui dit merci de votre demande. Et l'italien me disait, non, mais ça sert à rien. Je dis, mais pourquoi? Il fait, bah, les Italiens, nous, on lit pas les emails. Fait, mais d'où les Italiens, ils lisent pas les emails? Ah, tu sais, nous, on préfère les SMS. Donc, il me disait, il faut des SMS tout le temps, partout. Je fais, non, mais c'est un coût, les SMS, c'est 10 fois plus cher qu'un email. Ouais, mais nous, on regardera jamais les emails. Bon, donc du coup, on a dû faire des tests et on lui a prouvé que les Italiens lisaient les emails et il a fait, bon, d'accord, je veux bien des emails. Mais c'est horrible parce que tu es tout le temps en train de te battre, tu vois. Donc, l'idée de la user research et de la coordonner au point de vue international, c'est de pouvoir justement comparer des usages en disant, mais oui, les Italiens, ils lisent les emails comme les Français, donc voilà, on avance, quoi. Donc, il va falloir qu'on organise ça et si on a plus de pays, évidemment, c'est un boulot de dingue. Ouais, et il faut parler. Hein. Moi, tous les mois, je me prends
une demi-journée, une journée où j'appelle des clients moi-même. Ok. Donc je me présente Thomas, je ne dis pas cofondateur de la boîte, je dis Thomas étude client quoi. D'accord. Et je me fais des discussions avec les clients. Donc quand tu fais ça 100 fois dans la journée, quand tu vas te prendre, déjà il y en a au moins la moitié qui répondent pas, donc tu es là, tu fais ok d'accord, j'ai personne, c'est nul et tout, et tu fais 10 fois le même numéro, enfin bon. Et puis sur la moitié que tu as, il y en a la moitié qui t'envoie chier, ou, genre qu'est-ce que vous m'emmerdez, je suis au boulot et tout ça, donc ça c'est hyper déprimant. Puis sur l'autre moitié, alors tu en as une moitié que tu comprends pas. Ces mecs au téléphone ça marche pas quoi. Non, mais les gens du sud-est, hein, je sais pas s'il y a des gens du sud-est. Oui, Avec en face de l'accent toi. très fort, En face de Marcel, toi. ok. T'as perdu ton accent. Donc moi j'y arrive pas quoi. Bref, et donc du coup, par contre, t'as des discussions hyper intéressantes. Il y a des gars où tu te dis super, il y a des nanas, tu te dis c'est génial ce qu'ils te racontent, ça te donne la pêche et tout. Tu ressors d'une journée comme ça, tu peux te dire ça va être déprimant, mais c'est toujours hyper inspirant. Mais je peux pas le faire en Italie, je parle pas italien. Ouais. Je peux pas le faire en Allemagne. Il faudrait que je me souvienne de mes cours d'allemand de quand ça date maintenant et c'était horrible. Tu es un des seuls qui a fait LV1 allemand du coup? J'ai pas fait LV1, LV2 allemand. Mon père m'a obligé. Donc voilà. Donc forcément, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on l'organise. Deuxième point, hyper important, c'est il n'y a pas d'animation. C'est United Business Solutions. Ouais. Donc c'est ce truc dont je parlais. Maintenant, on va parler à Free. Ok. On va parler à des gros opérateurs de téléphonie mobile, par exemple. On va parler à des constructeurs de téléphonie, ordinateurs, etc., pour leur apporter des solutions en B2B. Ça rajoute un autre pays, en fait. Donc ça complexifie encore plus le truc. Et c'est des écosystèmes. Bref, c'est hyper complexe, hyper intéressant, mais c'est une nouvelle ligne. Et donc, bientôt, ce nouveau produit B2C qui serait United Coach, là, je l'ai bien écrit. Et donc, comment est-ce qu'on va le déployer à l'international ? C'est un produit plus simple à déployer, mais c'est une nouvelle arme dans chaque pays. Comment est-ce qu'on va organiser les pays pour qu'ils se saisissent du truc et qu'ils le distribuent ? Voilà. Donc, on a énormément de challenges. C'est hyper enthousiasmant. Voilà, ça fait 10 ans et je continue de me dire tous les jours, c'est cool, on a plein de trucs à faire. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'on est sur les services financiers. Voilà, comme je le disais auparavant, plus c'est dur, moi plus j'aime ça. Et je m'étais dit, ça va être dur, ça va être chiant, c'est régulé à mort. Mais c'est super enthousiasmant de se dire comment est-ce que je vais remettre du sens client dans un truc où ils se sont échappés. Des fois, en fait, on discute avec des juristes. Je sais pas si tu connais, mais dans le crédit, le juriste, mais peut-être pas dans le crédit, tu es AEG ou taux nominal. Ouais, si. Faire la différence, tu sais faire la différence ? Alors, non, faire la différence, mais en tout cas, je connais les sigles, on le voit souvent. C'est hyper compliqué, personne ne comprend, quoi. Il y a deux taux, qu'est-ce que ce taux et qu'est-ce que ce taux ? Donc, ça, se dire que je vais essayer de faire en sorte que les gens à la fin le comprennent, moi ça me porte parce que moi-même je suis passé par là, quoi. Je sais que c'est infernal. Donc je trouve ça cool. Et voilà, en fait j'ai fini. J'ai fini, non mais je voulais finir en disant que, et ça c'est un peu d'auto-promo, mais on est tout le temps en train de recruter, on est tout le temps en train de chercher des gens, donc faut pas hésiter, quoi. Si ça excite, si ça vous excite comme moi ça m'excite. Surtout que faut à la venir, base, quoi. c'est quand même un sujet peu sexy, il faut se l'avouer, vraiment. Totalement. Et pourtant, quand tu en parles, ça rend la chose vraiment produit au final. C'est quelque chose de plutôt sexy, plutôt... Moi, tu vois, par exemple, je suis un énorme fan de musique, cinéma et tout ça. Quand j'étais étudiant, je voulais travailler dans le cinéma, dans la musique. C'était ça qui me faisait kiffer. Aujourd'hui, j'ai Spotify, je suis un gros fan de Spotify. J'ai plein d'idées pour eux et tout, etc. Mais c'est trop facile. C'est plus difficile d'aller dans un truc où ça n'a pas été élaboré, où il y a vraiment des challenges hyper denses et tu découvres tous les jours des trucs qui étaient tellement loin de toi. Et ça, moi, ça m'excite. Il faut des gens qui aiment le challenge. Moi, encore une fois, hein, si tu me dis tu le feras jamais, tu n'y arriveras jamais. C'est là où c'est ce qui fait que je vais bosser tout comme un donner. âne pour te prouver que je vais le faire, quoi, tu vois. Quand c'est trop facile, j'ai tendance à me reposer. Donc voilà, et je pense que ça a été un des trucs qui nous a tous excités quand on a monté cette boîte, c'est de se dire, quand tu avais tous tes potes qui te disaient mais qu'est-ce que tu fous ? Et moi, ça me rend encore plus malade, quoi. J'ai vraiment envie de prouver à tout le monde que ouais, on va y arriver, quoi. Surtout que tu viens pas du tout du milieu, comme tu l'as dit, c'est fou. C'est pas mon truc, j'aime pas ça, quoi.
Et je suis content de bosser dans un service financier, de pouvoir être en t-shirt et en basket, tu vois. C'est Startup Nation, mais bon, moi j'ai toujours été en t-shirt et en basket. Avant, je bossais dans le e-commerce avant de monter cette boîte, et j'étais en t-shirt et basket. J'ai jamais pu me conformer à ces codes de la finance, quoi. C'est pas Et possible pour moi. justement, est-ce que tu n'as pas eu des mauvaises expériences par rapport à ça? Parce que C'est-à-dire? des personnes qui te regardent un petit peu bizarrement parce que tu es un petit peu externe à ce milieu-là, tu arrives avec tes propres codes finalement. Non, j'ai jamais connu ça, parce qu'en fait, il s'agit juste de se mettre à la hauteur des autres aussi. Alors quand tu dis hauteur, c'est très vertical, Ouais. mais je parle d'horizontalité, c'est-à-dire on vient de milieux différents, mais quelque part, en fait, si tu simplifies ton discours, on a tous été enfants, hein, donc je veux dire, on comprend tous des mots simples. Donc parlons simple, et puis les gens en face, ils te regardent différemment. Donc c'est sûr que quand on est arrivé, on a plein de gens dans le milieu qui nous disaient, bon, bah, vous allez jamais y arriver, c'est pas possible, votre truc, ça marchera pas. Et aujourd'hui, on voit qu'on fonctionne très bien avec eux, et on embauche des gens qui viennent du secteur bancaire, hein, et, et qui tombent la cravate. Et ils sont hyper contents, en fait. Ils sont hyper contents. Ça peut être différent. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est toutes ces boîtes-là, les fintech, on est sur des marchés hyper régulés, c'est pas très sexy, hein, mais toutes ces boîtes qui se montent et qui sont en train de prouver que ça peut être sympa, ça peut être sexy, ça peut être simple. Lydia, c'est un truc, voilà, tout le monde l'utilise aujourd'hui, c'est super simple. Donc on prouve que ce marché peut devenir sexy. Et ce qui est bien, c'est que toutes ces boîtes-là sont en train de faire en sorte que les banques changent aussi. Et il y a des trucs maintenant, enfin ton application bancaire, je ne sais pas chez qui t'es, mais elles évoluent. Moi j'étais chez Fortuneo, N26 et tout ça a débarqué avec un truc qui est génial. Moi, un truc génial pour moi, c'est que je perds tout. Ma carte bleue, je la perds tout le temps. Donc je suis tout le temps flippé, et en fait je faisais opposition, et c'était horrible. Pendant 10 jours, j'avais plus de moyens de paiement. J'étais en mode FICP. Et du coup, faire juste, tu vas sur ton appli, tu bloques ta carte, et tu la retrouves généralement 3 heures après, et tu fais ah super, je la débloque. Ça, Fortuneo, il ne l'avait pas. N26 est arrivé. Un an plus tard, Fortuneo s'est retrouvé obligé de le faire, quoi. Et je pense que c'est comme ça. C'est avec plus d'acteurs, plus de concurrence, qu'on arrive à toujours innover et faire quelque chose d'encore mieux. Et est-ce que tu penses que justement les banques vont continuer d'évoluer au même rythme, et de plus en plus au niveau produit? Parce que là, il y a quand même des concurrents qui arrivent, que ce soit N26, que ce soit Revolut. Mais ils sont déjà presque dépassés. N26, c'est presque dépassé déjà. Enfin, je suis client N26. Le produit, il n'a pas évolué. Non. Il n'a pas évolué, pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes avec la législation, avec la régulation. Ils ont voulu aller trop vite, et ils ne se sont pas mis à se conformer à la régulation, donc ils sont obligés de rattraper le retard qu'ils ont sur la régulation. Du coup, en fait, c'est un produit qui n'évolue plus. C'est pour ça que c'est pas facile, en fait. Tu deviens très vite gros, tu deviens très vite gras, et très vite, tu n'es plus capable d'évoluer. Non, pas du tout. Pas du tout dirigé. Et très vite, tu peux plus évoluer. Et on le voit, les banques, elles évoluent, oui, mais très lentement. Donc ça laisse de la place pour toute nouvelle boîte. Et ça, c'est un des gros challenges que nous, on a. Il ne faut pas qu'on devienne gras. Il faut qu'on continue d'être agile. Et pour être agile, l'architecture technique, elle est essentielle. Et c'est pour ça que souvent, alors, en tant qu'entrepreneur qui vient du business, des fois, tu as les techs qui te disent non, mais attends, il faut passer 20% de notre temps sur la consolidation technique, l'architecture, et toi, tu comprends pas. Tu fais non, mais j'en ai rien à foutre de ces 20%. Vas-y, tu veux pas faire des trucs business un peu là pour qu'on gagne, pour que ça avance. Et ça, je l'ai appris grâce à notre CTO aussi. Hein, c'est non, les gars, faut qu'on arrête de cramer et qu'on fasse pas n'importe quoi, parce que ça nous ralentit après. Donc ça fait du sens de passer un peu de temps au départ pour être sûr de pouvoir continuer à évoluer. Oui, d'éviter d'avoir cette trop grosse dette technique. En tout cas, savoir qu'on a cette dette technique-là. Ça, c'est le plus important. D'ailleurs, n'hésitez pas sur Twitch à poser des questions. Actuellement, on a des questions. Il y a Adrien qui te pose la question. Est-ce qu'il y a des comportements très différents dans les administrations étrangères où la licence fonctionne de manière assez similaire? Alors, c'est pas facile de répondre à ça. Je ne suis pas dans le local, et je ne suis pas confronté au légal dans chaque pays. Je le vois en France. Non, c'est un peu pareil. Hein. Les retours qu'on a des pays, c'est la loi est la loi, il faut se conformer très rapidement, quoi. Et ils vont chercher, ils sont bons, hein. C'est des auditeurs, ils vont gratter tout ce qu'ils peuvent, ils rencontrent tout le monde dans la boîte pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et ils le font dans tous les pays, et dès qu'ils voient un truc, ils le remontent très rapidement. On a des rapports comme ça de chaque ACPR local. Et
Non, non, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de grosses différences. C'est pas parce que c'est des Italiens qui sont plus voilà, que des Allemands. Non, je pense qu'ils recrutent que des gens qui sont hyper Qui sont cartésiens, carrés, hyper carrés, et les mecs sont là ça, pour que ça file ça droit. file droit, ouais, Ouais, c'est ça, exactement. exactement. Ouais. Il y a Rem Duf qui te pose la question. Développement en Europe pour l'instant, avez-vous des réflexions sur d'autres pays? Alors, d'autres continents, du Oui, coup, je pense. j'imagine. Ouais. Alors, je peux parler de l'Europe, les réflexions qu'on a eues entourées ces derniers temps, la Roumanie. Mhm. Gros challenge, les Roumains, hein, parce que en fait, la bancarisation en Roumanie est très faible. Ok. Donc, les Roumains ont beaucoup d'argent en monnaie, quoi, sous leur matelas, on va dire, quoi, C'est, à la vieille. on voit vraiment comme l'ancien temps avec Ah, les exactement. grands-mères Un peu, qui c'était ça, quoi. On a regardé la Belgique aussi, Ok. complexe aussi à cause de la multilangue. Ok. La Pologne aussi, mais on s'intéresse aussi aux Nordiques. Bon, bref, on regarde tout ça avec un peu de distance parce qu'on a maintenant ce truc YBS avec le B2B qui Mhm. prend pas mal de place. Et sur les autres continents, Ouais. on a déjà évoqué l'Afrique. Ok. Parce qu'il y a peu de concurrents. En tout cas, on voit souvent justement des initiatives à propos de l'Afrique parce que vraiment, il y a pas mal de choses qui... C'est le Far West un petit peu, mais Ouais. dans le milieu bancaire, c'est hyper chaud. Hein. On a besoin de tous ces contrôles et tout, et le calcul du risque, c'est compliqué. C'est un des freins au développement d'une boîte comme celle-ci. Mhm. Et c'est pour ça qu'on développe d'autres produits maintenant, c'est pour pouvoir justement attaquer d'autres marchés Ouais. et poser notre pied dans un autre marché sans prendre un risque sur le risque. Ouais, C'est-à-dire si jamais je finance, donc imagine ça marche, je trouve plein de gens et tout, je fais 10 millions d'euros par jour. Et en fait, 2 ans plus tard, paf, il n'y a personne qui rembourse. Parce qu'on s'est planté, on a octroyé des crédits à des tas de gens qui ne pouvaient pas. Mais là, tu coules la boîte. Donc, on pourrait faire ça, hein. On pourrait prendre l'argent, prendre l'oseille et tire-toi. Mais c'est pas trop notre philosophie, on est en train de construire une marque sur le long terme. Donc, j'imagine. En tout cas, tu le dirais pas devant Twitch. non, non. Et justement, là, dans d'autres continents, parce qu'il y a aussi l'Asie, les États-Unis, est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant? Est-ce qu'il y a déjà énormément de... Le marché est déjà saturé par rapport à ces crédits conso ou ça fonctionne complètement différemment? Alors, par exemple, je connais plus les États-Unis que l'Asie. Ouais. Les États-Unis, donc on s'est inspiré de modèles américains pour s'installer en France. Les États-Unis, c'est un marché monumental. Déjà, ça c'est un premier point qui fait que les acteurs américains n'ont pas besoin de sortir de leur marché, ils ont déjà un truc monumental à aller chercher. Ouais. Et ensuite, les Américains vivent à crédit, globalement, beaucoup plus que les temps. Européens. Là-bas, le rachat de crédit, c'est un truc de malade. Parce que tout le monde a au moins 10, 15 crédits en portefeuille, donc ça marche hyper bien, parce que tu peux toujours faire de la consolidation, etc. etc. Et c'est un marché hyper aguichant, j'ai envie de dire. Donc je me prononcerai pas, il y a déjà des acteurs, mais je pense que d'être sur l'Europe, c'est tellement plus contrôlé que ça nous force à être bien meilleurs. Ouais. Et donc, potentiellement, on pourrait avoir un actif technologique qui serait bien meilleur que ceux de nos futurs concurrents aux États-Unis, et on pourrait y aller. L'Asie, c'est encore c'est complexe, l'Asie. C'est complexe. Entre la Chine et puis, tu vois, des trucs comme la Thaïlande, Singapour, tout est différent. Ouais, je connais pas assez pour pouvoir dire quoi que ce soit. Mais voilà. Il y a Francky qui te pose une question, et ce sera la dernière parce qu'on a dépassé un petit peu du temps. Équipe produit dédiée pour United Business Solutions. Est-ce qu'il y a une équipe produit qui est dédiée pour United Business Solutions? Alors non. Les product managers chez nous, la présentation était axée sur l'international, vont travailler à la fois sur le B2C, United Credit, et vont travailler aussi sur le B2B. Et donc on est en train de trouver une organisation qui fait qu'on a une équipe de delivery manager qui écoute le client, qui va, un peu comme des customer success managers aussi, ils vont remonter tous les besoins des clients, et après ils vont aller voir une personne au produit qui sera un peu head of B2B, qui va collecter toutes ces informations. Et ensuite va le déployer au sein de tous les product managers. Ce fameux country launcher va être finalement cette personne-là, quoi. Ok. Bah écoute, merci infiniment Thomas. C'est moi. Pour cette première de la saison 2 des webinars. Merci à tous de nous avoir suivis sur Twitch et on vous dit au mois prochain. Merci encore Thomas. Bonne journée. Bonne journée.